Ça va? Bon, merci beaucoup d'être là. Je voulais, avant que nous retrouvions des collègues qui en même temps a appelé à une désescalade dans la région et à ce qu'il y ait une stabilité au plus vite, à la protection des personnes civiles et à également rappeler la nécessité d'avoir un cessez-le-feu à Gaza. Je pense que c'est un acquis de ce G7 sur une position commune. Nous avons eu ensuite une discussion sur l'Ukraine avec le président Trump et elle s'est poursuivie ce matin avec le secrétaire Bessent pour ce qui est des États-Unis, mais le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et le président Zelensky nous ont rejoints. Et donc, sur le sujet de l'Ukraine, je crois que la position commune qui se dégage, c'est d'une part de dire qu'il nous faut renforcer les sanctions, c'est ce que les Européens ont préparé, avec des nouvelles sanctions inédites et beaucoup plus fortes, et c'est ce que les sénateurs américains préparent. Et la convergence entre nos actions, avec une très grande coordination avec le Japon, le Canada et le Royaume-Uni, est de nature, à nos yeux, à changer la donne, parce que c'est ça qui va permettre de ramener la Russie autour de la table des négociations, comme le demande le président Trump depuis le mois de février dernier. En parallèle, nous avons tous acté la nécessité de continuer de soutenir l'Ukraine et de poursuivre l'effort pour justement permettre à celle-ci de résister. Nous l'avons fait dans un contexte qui n'a échappé à personne, parce que la nuit dernière a été absolument terrible pour l'Ukraine, le peuple ukrainien. Kiev a été attaqué directement, plusieurs dizaines de civils sont morts, ce qui montre le cynisme complet du président Poutine, qui utilise le contexte international pour renforcer des attaques et à nouveau des attaques contre des civils, et qui très clairement agit à contrario des propos qu'il a pu avoir avec les uns et les autres ces derniers mois. Voilà la position sur l'Ukraine que nous avons dégagée. Enfin, je veux ici dire que, après avoir remercié le Premier ministre Mark Carney, et avoir fait la synthèse de nos sessions, j'ai pu annoncer donc que la France accueillerait l'année prochaine à Évian le G7. Et c'est là aussi une manière pour nous de poursuivre ces travaux. Et dans une ville, un département, une région qui ont montré une vraie volonté, un vrai attachement à accueillir ce grand rendez-vous international. Et je veux ici remercier tous les élus locaux qui ont été très mobilisés dans la préparation de ce travail. Ce sera pour nous une manière comme nous l'avions fait à Biarritz en 2019, de poursuivre ce travail avec aussi des formats qui changeront, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Je vais maintenant répondre à vos questions. Monsieur le Président, au moment où on se parle, le président Trump semble plus que jamais sur le pied de guerre en Iran, si on en croit plusieurs médias américains. On semble bien loin du cessez-le-feu que vous évoquiez hier, non? Alors écoutez, le cessez-le-feu, comme dites, c'était surtout le président Trump qui l'évoquait hier. Et vos collègues d'ailleurs qui l'ont interviewé comme CNN l'ont écrit. Et quand le président Trump dit « je dois rentrer parce qu'il y a des discussions en cours, on va parler et il faut parler », ça s'appelle des discussions généralement pour cesser le feu. Bon, quand nous endossons un texte commun sur l'Iran, que j'ai là, qui a été discuté avec le président Trump, et qui dit très clairement que l'Iran est la principale source d'instabilité, mais que nous appelons tous à la résolution de la crise en Iran, qui doit mener à une désescalade plus large des hostilités en Proche-Orient, l'intention qui est partagée, c'est quand même qu'il y a un cessez-le-feu. Donc, on est très loin de la désescalade là mais ce soir. Vous constatez comme moi qu'il y a sans doute eu un changement d'avis. Mais je ne suis pas responsable des changements d'avis de l'administration américaine. Et ça tombe bien, parce que le président français parle pour la France. Et donc hier, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. C'est-à-dire le président Trump nous ayant annoncé, ayant dit à la terre entière qu'il y allait pour discuter, je trouve que c'est une bonne chose. Et je ne change pas d'avis. Et la France a une position constante, d'ailleurs, à travers les années. Et cette position, c'est celle que j'exprime depuis octobre 2023. Nous sommes attentifs à la sécurité d'Israël. Nous reconnaissons le droit d'Israël de se défendre, mais comme une démocratie. Nous sommes à ses côtés quand elle lutte contre les groupes terroristes. Mais jamais nous ne partageons les actions de déstabilisation régionale. C'est pourquoi depuis octobre 2023, la France appelle à un cessez-le-feu à Gaza. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous ne voulons pas un Iran qui se dote de l'arme nucléaire ou qui ait ses capacités balistiques. Mais je pense que la plus grande des erreurs aujourd'hui, c'est de chercher, par la voie militaire, à faire un changement de régime en Iran. Parce que ce sera là le chaos. Et donc la responsabilité qui est la nôtre, c'est de reprendre au plus vite des discussions pour permettre justement de redonner un cadre à la question nucléaire et à la question balistique. C'est constamment ce que la France fait depuis 10 ans.
Et depuis 8 ans, c'est constamment ce à quoi je me suis attaché. Je ne change pas d'avis et je ne change absolument rien de ce que je vous ai dit hier. S'il y a des dirigeants qui changent d'avis, c'est à eux de répondre de ces changements d'avis, pas à moi de les commenter. Et vous pensez que c'est ce que cherche aujourd'hui le président Trump, un changement de régime? Quel est le message que vous lui adressez aujourd'hui? Je ne sais pas, mais je ne suis pas un commentateur de l'actualité. Vous êtes un interlocuteur. Oui, et donc j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit la même chose que ce que je vous dis au président Trump hier. Et donc je considère qu'on a besoin des États-Unis d'Amérique pour faire revenir tout le monde autour de la table. Voilà. Et je vous ai dit exactement les objectifs que nous partagions, c'est-à-dire oui à ce que l'Iran n'ait jamais l'arme nucléaire. Oui pour contenir le nucléaire civil et l'encadrer de manière internationale. Oui pour réduire son programme balistique. C'est ce sur quoi nous œuvrons depuis là aussi 8 ans. Oui pour réduire toutes les aides aux groupes régionaux qui créent la déstabilisation depuis tant d'années. Non aux frappes sur les infrastructures énergétiques. Non aux frappes contre les populations civiles. Et non aux actions militaires qui conduiraient à un changement de régime, parce que personne ne sait dire ce qui vient après. Et diable, collectivement, nous n'avons pas vu les conséquences que ça avait dans la région ailleurs. Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en 2003 en Irak était une bonne idée? Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en Libye, la décennie précédente, était une bonne idée? Non. Moi, je pense aussi à nos amis de la région, en Irak, au Liban et ailleurs. Il faut les aider à réduire tous ceux qui, en effet, menacent leur sécurité, mais ils ont besoin de tout sauf du chaos. Et donc, là-dessus, la position de la France est claire, elle est inchangée, et je la réaffirme avec beaucoup de force. Ce qui veut dire, M. Trump, que vous n'agitez pas cette menace d'intervention militaire directe aux côtés d'Israël, simplement pour inciter Téhéran à négocier? Peut-être. Je ne sais pas, je ne le commande pas. Je dis ce que pense la France. Mais je dis juste que, de manière constante, le président Trump, avec qui j'ai les meilleures relations du monde, et dans sa première mandat, et aujourd'hui, il a fait une chose, c'est qu'il essaie d'obtenir la paix. À chaque fois ce qu'il dit. Et je ne l'ai jamais vu se joindre à des opérations militaires. Donc je pense en effet qu'il essaie de mettre la pression dans cette situation. C'est sans doute ça. Mais enfin, mon rôle n'est pas de faire des spéculations, de commenter. C'est au président, à son administration, d'expliciter leur position, pas à moi de le faire. Et comment vous avez pris les critiques qu'il vous a adressées personnellement cette semaine? Comme une péripétie. Ce n'est pas les premières, ce ne sont pas les dernières. Il a des mots extrêmement amicaux, mais il a voulu remettre de l'ambiguïté dans sa position. Très bien, il a donc dit qu'il n'allait pas discuter un cessez-le-feu. Bon. Ça ne m'émeut pas, parce que je le connais, et parce que nous avons une relation de long terme. Il a eu des mots très sympathiques lors des sessions qu'on a pu avoir. Ça ne m'émeut pas, et je pense que d'ailleurs, dans le moment grave que nous vivons, je pense que mon rôle n'est pas de commenter des propos de ci ou de là, c'est d'expliquer ce que nous voulons, c'est d'expliquer ce que nous pouvons faire d'utile, et c'est de rappeler les priorités. Et nos priorités aujourd'hui dans la région, elles sont claires. Un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la libération de tous les otages, la reprise de l'aide humanitaire et la reprise d'un processus politique qui est le seul avenir pour Gaza. Et un cessez-le-feu au plus vite en Iran, une reprise des discussions, et les Européens sont d'ailleurs disponibles, et les Européens ont cette légitimité dans le cadre de la commission de résolution prévue par le JCPOA. Voilà ce que nous souhaitons faire et ce sur quoi... Comme Friedrich Merz, par exemple, qui considère et qui salue le fait qu'Israël fasse le sale boulot, entre guillemets, à Téhéran, enfin en Iran. Il y a au minimum une nuance entre vous deux. C'est normal qu'il y ait des nuances. Moi, je considère que nous ne voulons pas que l'Iran se dote de l'arme nucléaire, toujours été clair, mais nous considérons que maintenant, il faut revenir à la table des discussions. Monsieur Macron, on est ici en Alberta, au Canada. Encore hier, Donald Trump a fait allusion à faire du Canada le 51e État. J'aimerais savoir, selon vous, ces menaces d'annexion-là, est-ce qu'elles mettent en péril l'unité du G7? Écoutez, ce n'est pas ce qui est ressorti de nos discussions d'hier et d'aujourd'hui, et je veux saluer vraiment l'esprit d'engagement et de négociateur de votre Premier ministre qui a à la fois pacifié ces débats, mais leur a donné de l'ambition et a eu une très bonne relation avec le président Trump. Et c'est ce qu'il nous faut. Et après, oui. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous dire que... Non, je finis. Je vais pas vous dire que je pense que ça va dans la bonne direction.
qu'il s'agisse du Canada, qu'il s'agisse du Groenland et donc de nos amis du Danemark. C'est pour ça que j'y étais il y a 2 jours. Je pense que dans le monde où nous vivons, on a des défis immenses, vous voyez bien. On a la guerre sur le sol européen en Ukraine. Et moi je vais vous dire, le G7 a un rôle essentiel, et on l'a vu même ce matin. Parce que honnêtement, voir la cohésion que nous avons avec le Canada, avec le Japon, qui sont pourtant si loin géographiquement, je peux vous dire que c'est réconfortant pour les Européens. Parce qu'on voit bien qu'on partage les mêmes principes d'action. Quand je vois la situation extrêmement critique au Proche et Moyen-Orient, quand je vois les déstabilisations économiques que nous vivons, les tarifs, mais aussi les dépendances, on a besoin de respect. De respect. Et donc, le Canada est une grande nation, souveraine et indépendante, elle le restera, et elle est amie de la France et nous nous en félicitons. Le fait que le départ de M. Trump, quel effet que ça a eu sur les discussions sur l'Ukraine ce matin, vu ses déclarations sur les sanctions qui n'en veulent pas Alors non, je ne dirais pas ça parce qu'il a été hier très clair là-dessus. On a eu 2 parties de discussion hier. Une partie sur l'Iran, qui a donné ce communiqué, puis une partie sur l'Ukraine. Donc on a vraiment été dans le détail. Et d'ailleurs, on s'est coordonné là-dessus en disant, nous, on va prendre des nouvelles sanctions très fortes. Et je vous invite vraiment à regarder sur le prix du pétrole, sur là aussi des établissements bancaires, des sanctions secondaires, comme on les appelle techniquement. Il n'a pas rencontré M. Zelensky quand même. Et non, mais il n'a pas pu malheureusement, parce qu'il n'était pas physiquement là, donc il ne faut pas surinterpréter la chose. Il organisera, je pense, une rencontre de manière spécifique. Mais il y a à côté de ça des sénateurs qui ont proposé des sanctions de même nature, qu'il y a une très grande coordination. Et hier, j'ai entendu comme mes collègues le fait qu'il voilà, il a dit c'est très bien si tout le monde monte les sanctions. Et il ne voulait pas avancer seul, mais il considère voilà, qu'on peut avancer. Et moi, je vais vous dire ce que je pense profondément. C'est que stratégiquement, ni les Américains, ni les Canadiens, ni les Japonais, ni les Européens n'ont le choix. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir une administration américaine qui dit chaque matin ce qui se passe en Indo-Pacifique est stratégique pour nous. Et nous, collectivement, être faibles avec ce qui se passe en Ukraine. On n'a pas le droit à la faiblesse. Parce que quiconque sera faible en Ukraine, quiconque laissera la Russie gagner ou l'Ukraine capituler, perdra toute crédibilité pour assurer la sécurité dans une autre région, en particulier l'Indo-Pacifique. Et donc, c'est l'intérêt stratégique américain de continuer cet effort avec nous. Et de le faire comme on l'a discuté ce matin, sanctions, soutien militaire à l'Ukraine, pour conduire la Russie à revenir autour de la table, ce que demande d'ailleurs le président Trump depuis février, cesser le feu et négociation d'une paix durable. Ne craignez pas que le G7 à Évian l'an prochain se transforme en G6, parce que c'est la chaise vide de Donald Trump, c'est ce qu'on retient quand même beaucoup cette année. Je ne parlerai pas de politique de chaise vide, d'une part parce qu'il a été là, y compris sur les débats les plus importants. Et non, parce qu'il n'a manqué qu'une session du G7, à proprement parler. Et surtout parce que nous avons parlé de tous les sujets, y compris lors du dîner. Donc je pense que ce serait vraiment pas respectueux et juste à l'égard de la présidence canadienne de dire ça. Donc ça, je récuse ce terme. Ensuite, il nous appartient, nous, de continuer à régler les sujets de déséquilibre qui sont les nôtres. Et je pense au contraire qu'il nous faut continuer de garder l'unité et de la consolider dans le G7, mais d'engager avec des partenaires de confiance qui nous permettront de peser encore davantage. C'est ce que je vais tâcher de faire. D'ailleurs, dans la continuité de l'esprit de Biarritz en 2019, où nous avions construit ce G7 avec beaucoup de pays et où on avait eu des sessions très intenses et longues avec aussi d'autres pays qui étaient clés. Et sur les questions commerciales, M. Carney est en négociation avec M. Trump sur une entente commerciale. Est-ce qu'il y a un pont entre l'Europe et les États-Unis? Est-ce qu'il y a une pensée commune qui pourrait se faire? Je peux vous dire la pensée des Européens, mais je ne m'engagerai pas au-delà. Et je pense que c'est la même volonté qu'il y a chez les Japonais, les Canadiens et les Britanniques. Je pense que nous sommes convaincus. Quand on regarde aujourd'hui les déséquilibres commerciaux, je le rappelle, qui est la source de cette discussion, les déséquilibres commerciaux sont liés parfois à vos manques de compétitivité ou à des choix sectoriels qui sont faits. Cela se justifie. Vous pouvez prendre des politiques nationales pour les réduire. Bon. Ensuite, il y a un déséquilibre commercial aujourd'hui macroéconomique qui, en fait, devrait se régler de manière intelligente. Je peux vous en donner à peu près le tableau final. Il faut que la Chine arrête de surfinancer ses secteurs économiques et son offre et crée des surcapacités, qu'elle mette davantage d'argent sur son marché domestique. Il faut que les États-Unis aient un modèle qui soit moins en faveur de l'endettement et de la consommation. Et il faut que les Européens investissent davantage.
Si on arrive à coordonner ces actions macroéconomiques, on règle une bonne partie des déséquilibres macroéconomiques non justifiés. Et vous voyez bien que c'est en aucun cas les tarifs. Les tarifs ne permettent pas de régler ces sujets. C'est plutôt l'unité du G7 et la question des surcapacités chinoises. Et la coordination de nos politiques macroéconomiques. C'est ça que nous devons faire. Et donc, nous, notre souhait, c'est qu'on règle au plus vite possible les tarifs. Et si je devais vous dire ce qu'on croit, nous, c'est qu'on arrive même à un scénario où entre les membres du G7, là, et les alliances dans lesquelles ils sont, c'est-à-dire en fait européens, américains, CPTPP, on arrive quasiment à zéro tarif. On peut avoir des différences après qui sont réglementaires, mais sur le plan tarifaire, il n'y a rien qui justifie qu'on ait des tarifs. Il faut permettre à ces économies d'être beaucoup plus intégrées. C'est ça la philosophie en tout cas qu'on pousse. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, je devrais. Merci beaucoup. Est-ce que M. Carney a réussi, selon vous, à faire la démonstration d'unité qu'il voulait faire, oui. étant donné les commentaires de M. Trump? Moi, je dirais oui. D'abord parce que ça fait peu de semaines qu'il est en charge, qu'il a récupéré ce G7. Et encore une fois, on a 7 textes qui sont validés par ce G7, en plus du communiqué final. Un texte sur l'Iran qu'on a fait hier qui est très important, et il ne faut pas le sous-estimer. Et ces 6 textes, en particulier sur les minerais critiques, il y a un texte très important qui permet de bâtir une alliance entre nous et qui sera élargi d'ailleurs à quelques-uns. Et donc, c'est vraiment un point important et il a réussi à garder cette unité. On ne pouvait pas régler tous les sujets. Je veux dire, il ne faut pas non plus demander à la présidence canadienne de régler tous les sujets de la Terre. Aujourd'hui, ce serait injuste. Mais il a tenu le groupe ensemble, il l'a fait avec son élégance et sa détermination qui le caractérise. Je le connais depuis plusieurs années. Il ne s'en départit jamais et il a réussi ce G7, je peux vous le dire. J'ai un dernier point pour vous dire simplement que, évidemment, au-delà de ce qu'on a dit de la crise, j'ai demandé au ministre de continuer à veiller à la sécurité de nos ressortissants, de nos équipes diplomatiques et de nos bases militaires dans la région, dans le contexte qui est le nôtre, de poursuivre l'action et donc plusieurs annonces ont été faites par le ministre et le centre de crise du Quai d'Orsay, je le remercie, avec nos ambassades à Téhéran et Tel Aviv, et je les remercie beaucoup, continue l'action. Et puis, plusieurs dispositions militaires ont été prises aussi pour la sécurité de nos bases, de manière tout à fait classique et non escalatoire. Et dès que je serai revenu donc en France demain, je tiendrai un conseil de sécurité et de défense à 16h pour pouvoir faire le point sur tous ces sujets, la sécurité de nos ressortissants, l'adaptation à l'évolution de la menace et d'éventuelles initiatives complémentaires à prendre. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez être fier de votre Premier ministre. C'est